ou bonsoir à tous, selon où vous vous trouvez. Joël Kotek m'a demandé de participer à ce cycle, et bien que je ne sois ni historienne, ni compétente sur les sujets soulevés, il m'a assuré que mon témoignage pourrait vous intéresser. Cela m'a fait penser que la grande histoire a parfois besoin de petits récits de personnes ordinaires, comme moi, pour éclairer la grande histoire. Comme dans tous les films et les romans, l'écoute est plus attentive quand il s'agit d'une histoire personnelle, plutôt que d'une histoire généralisée, de masse, un peu froide. Donc rentrer dans l'émotion se fait à travers la lucarne d'une petite personne. C'est un témoignage personnel basé sur mes souvenirs tels qu'ils se transmettent dans ma famille. Et je vais essayer de m'appliquer. Je vais d'abord commencer par dire qui je suis. Je suis née à Fès, Maroc, dans une famille juive que l'on appelle traditionnelle, c'est-à-dire la cacheroute, le Shabbat, les fêtes juives étaient respectés, mais cela se passait toujours dans la joie, les chants. Ma petite enfance s'est passée à l'école juive de l'Alliance israélite universelle, dans un milieu super protégé, sans relation extérieure. Ma mère étant enfant unique et les frères et sœurs de mon père vivant à l'étranger, nous n'avions même pas de cousins, cousines avec lesquels échanger les potins ou les relations avec les musulmans, puisqu'il s'agit de cela maintenant. Mes seules interactions avec les musulmans étaient limitées à la Mimouna, qui symbolisait le vivre ensemble entre juifs et musulmans. Les juifs proposaient des plats aux musulmans, aux voisins. Mais le soir de la Mimouna, ceux-ci arrivaient avec des plateaux chargés de victuailles, produits laitiers en général et fleurs. L'instauration de cette coutume m'avait toujours intriguée. Comment pouvions-nous nous ignorer toute l'année et marquer cette cérémonie qui ressemblait à des retrouvailles? On a tant écrit sur la Mimouna, on s'est tant mépris. On a surtout occulté la dimension des rencontres entre juifs et musulmans. En tant que petite fille, mon souvenir est très joli à ce propos. Les amis, les relations de travail musulmanes de mon grand-père, qui était avocat, apportaient du lait, en fait du lait caillé, des mottes de beurre, du pain, puisqu'on était privé de pain pendant les 7 jours de Pessah, de Pâques. Mafleta, c'est la crêpe marocaine, de fleurs. Mon grand-père bénissait indifféremment juifs et musulmans. Il trempait une fève fraîche, une longue fève fraîche, dans la farine ou une feuille de menthe dans du lait qu'il apposait sur nos têtes en prononçant les bénédictions sorties des psaumes, des Pirkei Avot, les maximes des pères. Et il chantait Orech Yamim Oshnot Chaim Eshalom Yosef Ola Tolanama Osnim Machia Omafia Isidoila. Je ne pourrais pas traduire en anglais, mais je vais le faire en français. Car par moi se multiplieront tes jours et s'augmenteront pour toi les années de ta vie. Révèle à Hachem tes œuvres et les pensées seront affermies. Puissez-vous réussir et vous réjouir.
Et tous les musulmans venaient recevoir cette bénédiction. Ils venaient pour cela. Ce mélange hébreu-arabe, même dans les bénédictions, chantait à nos oreilles. Autrement, les seules rencontres que j'avais avec les musulmans, quand j'étais petite, une enfant, se tenaient pour acheter des fruits, des légumes, du poisson, chez les marchands. Mais la convivialité des marchands, c'est la convivialité du commerçant envers les clients, qu'ils soient juifs ou pas juifs. Donc, on était bien traités. La différence s'est faite quand j'ai quitté l'école de l'Alliance, la petite école, et que je suis rentrée au collège-lycée, qui n'était plus de l'Alliance, mais de la mission française. Ça fait la différence. J'ai pu rencontrer des chrétiens français et des arabes musulmans. Ce fut la première fois qu'on m'appela par mon deuxième prénom, Zora. Je le détestais. J'étais l'objet de moqueries de la part des camarades français qui me surnommaient Zoro en ajustant le geste à la parole. Zoro. En étant marocaine, il était obligatoire de prendre l'arabe comme deuxième langue. Certains camarades me harcelaient en tant que juive. Et mon professeur d'arabe, M. Ben Yahya, prenait ma défense. Publiquement, courageusement. D'abord, il m'a réconciliée avec ce prénom étrange en expliquant longuement qu'il signifiait perle rare, fleur précieuse, et que je devais en être fière de le porter au lieu d'être agacée qu'on me nomme Zora. Il a sermonné aussi la classe, puisqu'il m'attaquait en tant que juive, évidemment. Il leur a signifié qu'ils ne savaient même pas si leur grand-mère ou arrière-grand-mère était juive. En fait, il y avait eu tellement de conversions, et à Fès spécifiquement, forcées, qu'effectivement, les mères et grand-mères, arrière-grand-mères, pouvaient être juives. Donc, en leur rappelant cela et en disant que nous avions des origines communes, il remettait l'humain. En prenant la défense d'une juive isolée, il m'a montré la différence de comportement, justement, d'humain, et qu'il ne fallait pas désespérer. Il y a toujours là ou là des gens bien. J'ai une tendre pensée pour lui, pour m'avoir défendu et m'avoir éclairé. Durant mon adolescence, ma relation avec les musulmans était dictée par la peur. La peur, dans les tripes. Peut-être participait-elle des traumatismes vécus par mes parents et grands-parents qui se transmettent par les récits familiaux. Peut-être est-ce le phénomène épigénique, transmission par l'ADN des traumatismes ancestraux. N'oublions pas qu'une partie de mes ancêtres vient de l'expulsion d'Espagne, avec les traumatismes vécus, et d'autres des traumatismes locaux, puisque les Juifs ont bien été quelquefois massacrés au Maroc aussi. Donc, c'est transmis dans les gènes. Mais ça, je l'ai appris que récemment, après l'histoire des otages, où je me demandais pourquoi on était si sensible au 7 octobre et aux otages, et cette sauvagerie. Et j'essayais d'expliquer ça à des journalistes. Et après, j'ai compris et j'ai été éclairée que le traumatisme se transmet pas seulement par les lectures ou par des récits familiaux, mais dans l'ADN, ce qu'ils appellent l'épigénie. Et donc, j'ai mieux compris pourquoi certains étaient plus sensibles à certains traumatismes. Ça se transmet. Donc, nous vivions dans l'histoire de la dhimitude. Est-ce que je dois expliquer ce que c'est d'être dhimmi? C'est d'être protégé, mais sous le bon vouloir des Marocains
qui voulait bien nous protéger. Mais surtout aussi des événements de 1912 à Fès. Les adultes juifs que je rencontrais me parlaient toujours des comportements des musulmans à leur égard. Ceci leur interdisait de rester sur le même trottoir s'ils les croisaient. Ils n'étaient pas autorisés à porter de chaussures hors du périmètre du Mellah. Le Mellah, c'est le quartier juif. Ils recevaient des coups ou des crachats sans raison au tournant d'une rue. Ils n'étaient pas autorisés à monter à cheval. Pour moi, ça, c'est un détail, mais mon grand-père y tenait. Donc, ça lui faisait plus mal, il en parlait. Le mot juif étant considéré comme un mot grossier, l'expression hachak, ça veut dire en français, sauf votre respect. En anglais, on dirait excuse the language. Cette expression était rajoutée au mot juif pour ne pas offenser l'interlocuteur. C'est comme si on parlait d'excréments. Alors vous dites, excusez-moi, je parle de quelque chose qui est un peu sale, alors je dis. Eh bien, de dire simplement le mot juif devait s'accompagner de chachak. Et traiter quelqu'un de juif représentait l'insulte suprême. En 1912, eut lieu le pogrom connu comme le Triton de Fès. Il eut un effet dévastateur dans notre histoire familiale. La mère de mon père a été violée par une horde de sauvages qui ont assassiné, détruit les maisons, violé les Juifs durant ces terribles 3 jours d'événements du pogrom. Ma grand-mère en gardait des séquelles, mais elle n'en parlait pas. Par contre, en famille, nous en parlions en secret, avec appréhension, terreur, dégoût, surtout chez les filles. On comprend pourquoi. Ma tante Rahma, parce qu'on a quand même des histoires dans la famille, c'est assez intéressant. Ma tante Rahma s'appelle, est née dans la cage au lion durant ces 2 jours. En tant que petite fille, on ne comprenait pas ce que c'était. Mais où étaient les lions? Comment elle pouvait accoucher dans la cage des lions? Mais en fait, ça excitait notre imagination. En fait, le roi avait ouvert les portes du palais, de son palais, pour venir en aide à ces pauvres airs qui ont eu la chance de s'y réfugier. Et inutile de préciser qu'il n'y avait plus de lions. C'était donc la cour, la ménagerie, et ils les avaient reçus là-bas, et donc elle a accouché. Dans notre histoire familiale aussi, la faute en revenait aux Français, qui avaient excité la foule et ouvert les portes du Mellah pour justifier par la suite leur intervention. C'est ça qu'on savait. Fès. Fès a encore une autre histoire intéressante au niveau des jeunes filles et des conversions forcées. Les jeunes filles de Fès étaient particulièrement marquées par l'histoire de Lala Soulika. Lala Soulika avait été kidnappée par les musulmans. Ils prétendaient qu'elle s'était convertie à l'islam et qu'elle avait ensuite abjuré, ce qui n'était pas vrai. Et donc, ils voulaient la forcer à se convertir. Et comme elle ne le voulait pas, elle a été décapitée sur la place publique pour avoir refusé. Son tombeau dans le cimetière juif de Fès fait l'objet de pèlerinages parce qu'elle est devenue une sainte. C'est une figure. Elle n'avait que 14 ans, toute jeune, mais elle avait refusé de se convertir et pour sa foi a accepté d'être décapitée. Certaines, évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, la conversion forcée existait. Et chez les jeunes femmes, surtout on les enlevait, elles disparaissaient. Donc, en tant que jeune fille, j'avais peur.
La jeune fille que j'étais avait toujours peur de marcher dans les rues, car j'étais souvent harcelée par des bandes de voyous qui se permettaient des attouchements, nous maltraitaient. J'ai appris à naviguer, à marcher en courant, à ne jamais regarder en face, toujours baisser les yeux. Le cas de certaines jeunes filles, j'avais une copine comme ça, a été poursuivie injustement pour s'être défendue contre ces attouchements. En se débattant, elle avait insulté et on l'avait enfermée. On a eu beaucoup de mal à la sortir du commissariat où elle a été enfermée. Je ne vous dis pas le reste. Donc tout cela nous plongeait dans une véritable panique. Apprendre à ne pas réagir par crainte des conséquences à subir. J'ai vécu aussi le fait qu'un jour, un camarade de classe me dit, devant les autres, qu'il attendait que le roi meure pour pouvoir me violer à son aise. Quand tu as 14 ans, c'est dur. Mais je dois dire, un autre camarade s'est levé, musulman aussi, et a pris ma défense. Encore une fois, une personne qui agit différemment, qui prend le courage de défendre. Les camarades français, dans l'ensemble, étaient des lâches et des hypocrites. Par exemple, mon père, dans son travail, avait été menacé par ses employeurs français, je dois préciser anciens nazis, qui lui ont dit avoir fait du savon avec les Juifs. Donc nous vivions avec ces histoires. Dans ce stress environnemental, j'ai été tentée. Je me rappelle très bien, c'était en salle de classe. C'était très bref, mais ça a existé. J'ai voulu devenir musulmane pour être comme tout le monde. Bon, ça n'a duré que quelques minutes, même pas. Mais je m'en souviens parce que ça m'avait marqué. Et j'ai résisté, bien sûr, parce que c'est même passé comme un réveil. Et je me suis dit, je suis différente, j'assume ma spécificité. Je suis juive dans un pays où le monde est musulman, mais c'est pas grave, quoi. On doit faire avec. Je vais passer à l'université. J'ai eu mon bac très, très jeune. Et pour aller à l'université, il fallait se déplacer à Rabat, parce que je vivais à Fès. À Fès, j'étais chez mes parents. Le gîte et le couvert étaient assurés. À Rabat, j'avais besoin d'une bourse. Je la méritais à tous égards. Donc, j'ai fait ma demande. J'ai été reçue par un charmant monsieur qui m'a expliqué que pour me l'accorder, il fallait que je signe un contrat qui m'obligeait à travailler pendant 8 ans pour le gouvernement marocain. Devant mon étonnement, pourquoi être traité différemment des autres? Il s'est ouvert. Il a dit avec franchise, j'étais juive et les juifs étaient appelés à partir et qu'il ne pouvait me mentir sur la raison de son refus ou de son exigence de signer un contrat. Je n'ai pas voulu m'engager pour si longtemps surtout et ne sachais pas quel serait mon avenir. Il m'a remercié de mon honnêteté et surtout de ma non-vindicte à son égard. Et en me disant de ne pas regretter d'avoir dit la vérité à moi. Il m'a même offert une rose. J'étais touchée de son geste et de sa franchise à mon égard. Il aurait pu me raconter une salade. Il m'a dit la vérité. L'histoire de la position des Juifs était en marche. À ce croisement de la peur et de l'orientation des autorités de distinguer les Juifs des non-Juifs. À Rabat aussi, quand j'étais à l'université, j'ai assisté et subi la peur des événements de Skirat et des tentatives d'attentat contre le roi. Je ne sais pas si vous savez, Skirat, c'est une ville près de Rabat. Il y a eu des tentatives d'assassinat du roi. Et ça, c'est une autre histoire, mais j'ai vécu quelque chose d'assez intéressant. Et
le roi passait pour être un protecteur de ses sujets juifs. Dans notre histoire familiale et des juifs en général, nous nous sentions protégés par le roi. La foule et l'arbitraire nous faisaient peur. Nous commencions à ne plus voir d'avenir au Maroc pour les Juifs. Chaque événement en Israël se répercutait dans la rue par des manifestations. Nous vivions les volets clos, interdits de sortie dans la rue pendant que des hordes de manifestants hurlaient dehors. On avait peur. Et ma mère, à chaque fois, ça finit ceci et nous partons, nous partons. D'accord. Un autre événement dramatique a été vécu par notre famille. Je ne peux pas en parler en détail, mais c'était très, très, très grave. Mon père a eu le courage, je dois dire le courage, de porter l'affaire devant les tribunaux. La première décision du tribunal était de ne pas accepter le certificat d'incapacité émis par un médecin parce que ce médecin était juif. Mon père ne s'est pas arrêté là, il était voir un médecin musulman. Celui-ci était outré de la décision de justice et évidemment a confirmé et augmenté même les jours d'incapacité. Alors, le tribunal a trouvé un autre motif fallacieux pour nous débuter. Je me souviens à ce moment les termes de mon père. Nous ne pouvons pas rester dans un pays qui n'applique pas la justice. Bien, je vais passer les quelques temps qui ont fait notre voyage en Belgique, parce que ça aussi, c'est des péripéties. Après ces péripéties, nous nous sommes retrouvés en Belgique. La peur avait disparu chez moi, en tout cas. Nous pensions pouvoir nous exprimer librement, aller et venir comme bon nous semblait. La vie de famille a changé. Nous devions nous accoutumer à de nouvelles mœurs. La rue nous semblait moins dangereuse, la parole plus libre. Nous avons découvert aussi une autre communauté, ses composantes, ses synagogues, ses rites. J'ai découvert que l'on pouvait être juif laïque au centre laïque juif. J'ai aimé tous ces brassages et ces rencontres, ces parades ashkénazes, parce que je pouvais répondre, je pouvais m'exprimer. La rencontre la plus déchirante était encore avec les rescapés de la Shoah et la prise de la démesure de ce terrible génocide. J'ai travaillé pour le Centre des jeunes juifs à Bruxelles et ça m'a ouvert beaucoup d'horizons pour le futur de ce que je fais depuis 20 ans, le charitable dans le domaine. Que j'ai rencontré des gens extraordinaires comme Mayer Zorg, qui étaient des philanthropes. Nous, au Maroc, on faisait de la tzedaka. Les philanthropes, je les ai rencontrés en Belgique. Et maintenant, que dire de maintenant? Qu'est devenu le Maroc dans ma vie à présent? Le Maroc est désormais comme une terre de pèlerinage pour les descendants des Juifs marocains. Ils retournent sur les lieux, se rendent en pèlerinage sur les tombeaux des saints, passent leurs vacances. Les accords de paix entre Israël et le Maroc encouragent les échanges dans toutes sortes de domaines. Nous-mêmes, la Fondation Maternelle, nous soutenons des échanges entre universitaires, la diffusion de livres sur le judaïsme, l'allocation de bourses à des étudiants. Nous faisons aussi beaucoup de choses au Maroc pour les Juifs, pour la culture. Les Juifs vivant au Maroc ont à cœur de préserver le patrimoine judéo-marocain, que ce soit à Tanger, Saouira ou Fès, où doit s'ouvrir prochainement, d'ailleurs j'ai été invitée, sous le parrainage du roi, un musée du judaïsme maghrébin. Je suis fière, en fait, d'appartenir au peuple marocain, fière du patrimoine judéo-marocain et du rôle qu'assure le roi pour le conserver. Il fait beaucoup de travail. Je suis aussi avec beaucoup d'intérêt l'évolution positive du Maroc. Des lois en faveur des femmes, par exemple.
et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour encourager cette entente entre Juifs et Arabes. Et au Maroc, je précise Maroc. Les autres pays, je ne peux pas dire que c'est pareil. Au Maroc, c'est encore possible. Je suis, je, je suis toujours bien accueillie au Maroc, que ce soit par les fonctionnaires, les notables et les gens du peuple qui m'ont toujours fait bon accueil. Maintenant, je dois quand même terminer en disant que la situation qui prévaut en Belgique et dans d'autres pays d'Europe se dégrade beaucoup. Et ça réveille en moi mes craintes d'enfance et d'adolescente. Ça pousse certains d'entre nous à chercher de nouvelles destinations pour une vie juive que je ne peux pas appeler plus protégée. Vous voyez les synagogues ou les écoles dans ces pays d'Europe, nous vivons comme des animaux dans un zoo pour refaire l'histoire de la ménagerie. Pour nous protéger, il faut nous enfermer dans des grilles. Mais où on va? Donc, ce n'est pas simplement des souvenirs du Maroc. J'espère ne pas avoir ces souvenirs de l'Europe demain. Merci de m'avoir écouté. Fini. Merci à vous, merci beaucoup. J'ai adoré votre présentation, merci beaucoup. Est-ce que parmi les participants, il y a des questions? Oui, bonsoir. Joël, peut-être, Monsieur Kotek ou Pierre Bacry, je vois que vous activez votre micro. Oui, je l'avais coupé pour pas déranger. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. C'est très éclairant sur la situation marocaine. Moi, je suis né en Algérie, donc c'est complètement différent comme situation. Mais je voulais avoir une précision sur les dates, parce qu'il me semble dans tout votre exposé que j'ai pas trop compris dans quelles étaient les années. Le tritel de Fès, c'était en Oui, quand est-ce que vous étiez à 1912. Fès, quand est-ce que vous êtes Mais parti c'était ma et grand-mère. en, et en Belgique. Quand je suis arrivée en Belgique, Oui, et comment vous avez pu faire le passage en Belgique? Vous n'aviez que la citoyenneté marocaine ou vous aviez quoi? alors c'est très intéressant, puisque vous vous êtes intéressé à savoir, je trouve ça très mignon. En fait, nous étions une famille nombreuse, normale, sans plus. Nos vacances se passaient à la piscine. Et à la piscine, je rencontre un monsieur, de mémoire béni, monsieur Ben Ruby, de Belgique, qui bavarde avec moi, qui découvre que je suis juive. Il dit, oh, mais vous ne pouvez pas rester maroc, vous êtes juive, tout ça. Je lui dis, mais écoutez, on n'a pas les moyens, que voulez-vous qu'on fasse? On ne peut pas partir, comment faire? Il me dit, je donne un travail à votre père. Je lui dis, vous voulez bien venir dîner à la maison ce soir? Il est venu, il a donné un travail à mon père en Belgique. Et je suis allée faire ses papiers en Belgique en tant que Marocaine, lui aussi en tant que Marocain. Et quand on a fait les papiers, permis de travail et tout, il est allé, la famille a suivi et on a eu nos papiers belges comme ça, grâce à ce monsieur. Et ça, c'était quelle année? 73. 73. Et là, effectivement, j'ai rencontré toute la communauté juive de Belgique, que j'ai beaucoup aimé, comme Maître Pardès, Monsieur Homme, tous ces gens qui m'ont enseigné un autre judaïsme, d'autres rencontres. Ça m'a ouvert des horizons. C'était très intéressant de rencontrer les autres juifs. Parce que pour moi, juif, c'était juif. Je ne faisais pas de différence. Et là, j'ai appris à le faire. Mais je ne me suis pas non plus laissée faire parce que, comme je le disais tout à l'heure, la libre parole me permettait de dire à ces Jaskenas qui me disaient que les séparades étaient des sous-hommes, je leur répondais pas. Je n'avais pas peur de répondre. Monsieur Bacry, vous avez une autre question ou vous voulez poursuivre? Non, non, je vais pas monopoliser le, le micro pour le moment. Je crois que Joël va intervenir. Voilà. Oui, merci Joël. C'était vraiment absolument passionnant, hein. Vraiment passionnant parce qu'on connaît mal votre histoire.
Mais le judaïsme marocain, d'après ce que je sais, était un judaïsme aussi pluriel. Il y avait des grandes disparités entre les juifs de Fès, les juifs de Casablanca, et puis il y avait aussi les juifs des montagnes. Et quelles étaient vos relations? Est-ce que vous aviez des relations avec cette mosaïque de judaïsme que constituait la judaïcité marocaine? Non, pas pour moi, parce que, comme je vous ai dit, on vivait en milieu fermé à Fès à cause de la configuration familiale. Et je n'ai pu sortir de Fès en allant à Rabat à l'université. Et les juifs qui vivaient dans les montagnes et autres, on ne les rencontrait pas. On les appelait les chleux. Ah oui, quoi, entre Enfin, vous. c'était un autre monde. Et J'ai donc découvert, j'ai les découvert tout juifs, ça avec le professeur Chetrit, par exemple, de l'université de Haïfa, qui a fait beaucoup de travail euh, sur tout ce judaïsme. Et puis avec Paul Dahan, que vous avez à Bruxelles, avec le musée juif, que je soutiens d'ailleurs, et qui avait cette chance en tant qu'homme de pouvoir voyager librement et visiter, et rencontrer, échanger et parler l'arabe couramment. Donc, les hommes avaient plus d'interactions. Les femmes, franchement, étaient, en tout cas dans mon cercle à moi, très, très protégées. Ma grand-mère nous accompagnait à l'école en prenant nos cartables. On a grandi dans la peur, mais il ne faut pas oublier l'histoire de ce traumatisme des viols qui faisait que, en fait, les filles, on était très traumatisées. On avait toujours peur. Je me Donc, permets de rebondir sur cette question parce que nous avons une question dans le chat, Monsieur Farage, si ça ne vous dérange pas qu'on réponde à la question de Joe Murciano, qui demande à Madame Aflalo, comment pouvez-vous être optimiste sur l'avenir des relations judéo-marocaines quand toute l'histoire du judaïsme marocain se résume à des pogroms, des humiliations et surtout ce statut de dhimmi inacceptable tout au long de notre histoire? J'imagine que Monsieur Murciano est aussi d'origine marocaine. Et donc, votre optimisme, d'ailleurs, qui apparaît dans ce titre, entre trauma et espoir. d'abord, dans l'histoire du monde en général, il y a des épisodes néfastes, comme l'Espagne. Les gens y retournent bien, et les Juifs y retournent bien. Mais nous, on avait mis le kherem sur l'Espagne. Le kherem. On ne devait plus y mettre les pieds. Pourtant, pourquoi l'optimisme avec le Maroc? Je trouve que le Maroc se comporte différemment des autres pays musulmans. Et oui, c'est vrai qu'on prête cela à la force du roi, mais je pense aussi à l'ouverture de certains que je fréquente, et surtout euh, les, on peut pas dire notables ou gouvernants, ils n'ont pas de haine du juif, franchement. On a un vrai échange et on parle. Mon meilleur ami, par exemple, au Maroc, c'est le chef soufi Nabil Baraka. Et le Maroc est aussi composé de beaucoup de soufis. Ils ne sont pas tous donc sunnites. Ils sont vraiment soufis dans la base. Et les Jaouïas, c'est des chants et des psaumes. J'ai reçu une bénédiction sur le mont à Tanger. Et il était minuit, j'étais la seule femme, la seule juive. Tous les Arabes montaient comme ça. Et ils m'ont donné une bénédiction que les rabbins ne me donnaient pas tellement elle était puissante et du cœur et de l'âme. Donc je pense que les humains là-bas, il y a de l'espoir de travailler s'il n'y a pas ces médias que l'on vit maintenant en Belgique. Comment vous pouvez dire l'Europe, la Pologne, l'Allemagne, on a vécu de ce genre de choses. Soit on accepte de tourner, je ne peux pas dire tourner la page, puisque je n'oublie pas. Je sais que ça existe et je sais que ça c'est rentré dans mon système. Mais je trouve qu'on doit essayer euh, de faire des ponts et de se comprendre. Et j'ai espoir, oui, qu'avec le Maroc, j'ai très fort espoir. Alors la démitude, c'est vrai qu'elle a changé aussi avec l'intervention de l'Alliance, de l'ORT,
des Français, une façon différente de voir la chose a évolué. Est-ce qu'ils nous veulent encore des limites? Au Maroc, pas. Merci beaucoup pour cette réponse. Monsieur Farage? Oui, je n'arrive pas à mettre la caméra, oui, voilà. Donc, il n'y a que mon nom, je suis désolé. Mais vous Pas de m'entendez souci. au moins? Oui, on Oui, vous entend très bien. Oui, bon. oui, belle inconnue. Oui, oui, je suis très beau. C'est comment on appelle ça? Bon, je suis de Tanger Angers. et de 1953. Hmm. Et qu'est-ce que je veux dire? Je me demandais si vous aviez été tenté, comme je l'ai été, et comme d'ailleurs Pierre Assouline l'a été, par l'offre du roi Juan Carlos 500 ans après l'expulsion d'Espagne, où j'ai des origines, Oui, bien sûr. Comme presque tous d'acquérir. les juifs marocains ont cette mixture. Oui, bon, ma langue maternelle, enfin les premiers mots que j'ai parlé, c'est de l'espagnol de toute façon. Et je me De- demandais si vous parliez espagnol aussi. Alors un peu, oui. Et je ne sais pas si vous connaissez Paloma Vanessa Duncan. Paloma. Oui, elle base. Elle a fait un travail extraordinaire sur les chants Hmm, judéo-latino au Maroc. Elle a fait 15 ans de recherche. Je vous donnerai de manière séparée ses coordonnées. On a fait un grand travail. Oui, alors quelle était votre question? oui, je voulais savoir si vous aviez été tenté par Devenir espagnole. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'était dans le sens de retisser justement ces liens-là, puisque un autre roi, hein, on parle du roi du Maroc et sa protection, mais il y a le roi d'Espagne qui a fait cette Alors, démarche. j'y étais, je lui ai remis un prix à ce propos, justement, avec l'ensemble des rabbins européens, pour le remercier d'avoir remis euh, l'éducation dans les écoles euh, des Juifs. Euh, le roi n'a pas de pouvoir. Et en Espagne, le Parlement varie comme dans les autres pays, hein, vous le vivez. Je n'ai jamais été tentée de devenir espagnole parce que je suis devenue belge en quittant le Maroc. Et j'étais très contente qu'il m'accepte et qu'il me donne la nationalité. Mm, Mais après, bien sûr, il y a eu tellement d'histoires en Belgique aussi, ce sera l'objet d'un autre échange, que je suis devenue maintenant luxembourgeoise et je vis à Luxembourg. Les Belges, il n'y a pas de justice non plus quand il s'agit des Juifs. Il faut être mm, très prudent. Donc, non, je n'ai pas eu l'opportunité de demander mon retour, mais nous avons grandi avec cette histoire de Spagna Jalia, ça veut dire Espagne maudite. On avait le kherem, c'était transporté de génération en génération. On ne devait pas retourner en Espagne. Ça, oui, c'était l'histoire. Maintenant, je trouve, oui, prendre toutes les bonnes volontés. Et je ne suis pas partisane, par exemple, de quitter Luxembourg pour Israël ou de quitter pour Canada ou je sais pas quoi. Quand est-ce qu'on va s'arrêter de partir et d'être considérés comme des gens normaux? Quand je dis normaux, est-ce qu'on doit démontrer sans arrêt parce que finalement, que ce soit en Belgique, en Espagne ou ailleurs, hein, je m'occupe des 19 écoles juives d'Europe. On vit tous derrière des barreaux avec des protections policières. On est des dhimmis de ces gens-là, finalement. On n'est pas libre. mm. En tout cas, je vous conseille moi aussi un ouvrage de Pierre Assouline, Séfarade, qui est à Mhm. peu près l'histoire similaire à la mienne. Sauf que je suis pas écrivain, que je suis pas allé en Espagne faire tout le tour de l'Espagne pour comprendre, parce il a entamé la démarche effectivement
d'essayer d'avoir la nationalité. C'était pas quitter la nationalité française, hein, mais avoir, comment dire, qu'un roi reconnaisse comme Une, ça. une, une protection supplémentaire, je Non, dirais. non, pas Les, seulement. C'est pas ça. C'est finalement une. Enfin, on peut voir comment chacun de nous, on peut voir la chose différemment. Mais moi, je l'avais pris comme une reconnaissance des méfaits qui avaient été faits sur les Juifs par les rois très catholiques, quoi. Bon. non, mais Après, vous savez, on a été voir également, par exemple, le pape, hein, pour le remercier d'avoir, enfin, le remercier, c'est salaud, du Vatican, pour dire que, bon, en 50 ans que le Nostra Aetate avait été mis en place par les précédents papes, après 50 ans, les chrétiens et les juifs commençaient à avoir une relation de compréhension, je veux dire, en tout cas plus de haine. Pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé cette phrase de peuple déicide dans la prière. Curieusement, j'ai demandé à ma bonne il y a quelques mois, elle a une trentaine d'années, elle a été éduquée en Espagne, et je lui ai demandé, qu'est-ce que le curé vous apprend? Juste pour comprendre comment ça avait été appliqué, puisque là, on le voyait en forme générale, mais je voulais voir un cas particulier. Le peuple déicide, les juifs ont tué, etc. Encore maintenant. Donc, ça m'a vraiment surprise. Ça veut dire qu'il faut des générations pour changer le laïus. Il faut des générations pour changer. Et donc, même les parents de cette dame lui disent, oh là là, des juifs, tu travailles chez des juifs, voilà, pour vous dire. Donc, il faut des générations pour effacer. Mais c'est des gens comme nous qui pouvons effectivement travailler, établir des ponts, mettre la culture, comme je leur dis toujours en plaisantant, ils aiment le juif mort. Ils aiment aller visiter les stigmates, les cimetières. Ils veulent pas des juifs vivants. C'est incroyable. Donc, c'est... je suis des fois désespérée. Mais quand je vois le roi du Maroc établir des sites juifs, les mettre, et avec ses propres deniers, hein, je trouve ça formidable. hmm, Justement, je me permets de rebondir sur ces... parce que ça concerne une question que je me posais pendant votre explication, c'est comment vous expliquez en fait cette protection ou peut-être cet amour, peut-être que je peux utiliser ce mot, du monarque et la défiance populaire que vous avez décrite plus tôt en fait. Vous avez Bah, une explication? oui, c'est toujours l'histoire habituelle. Le peuple, hein, il lit ou pas lire, ou il entend des histoires différentes que des gens éclairés. Donc, surtout qu'à mon époque, c'était déjà Israël, c'était déjà le problème. Euh, je, je dirais que mes parents, par exemple, ont plus souffert des Français que des musulmans. Mes grands-parents, plus des musulmans, évidemment. Donc, je pense que le problème des médias que nous voyons maintenant, comment on dit ça, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux de l'époque, c'était le dire des mères ou grands-mères qui transmettaient cette haine du juif dans le langage. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sortaient avec un couteau à cette époque. Non. Donc pour vous, c'est une question d'éducation, de démarche C'est éducative. une démarche. Mais ça met du temps. Hein. C'est ce que je disais pour les chrétiens. Donc il ne faut pas s'imaginer que tu vas finir ça en une génération. Il faut des générations. Mais on le sait, nous les juifs. On subit ça depuis 3000 ans. Mais voilà, j'ai pas de haine dans mon cœur. Je fais face à la haine par de l'amour. Et notre rôle, en tout cas, moi, en tant que juif, je veux essayer d'améliorer le monde. C'est ma petite graine que j'apporte.
Alors, je le fais bien, je le fais pas bien. Euh, En tout cas, je plante. Après, qu'est-ce qui en sort? J'ai publié des livres où on mélange l'arabe, l'hébreu, le français, en 6 langues, hein, de manière à ce que, je parlais des Pirkei Avot tout à l'heure, j'ai fait ça pour le Cantique des Cantiques, j'ai fait ça pour l'Ecclésiaste. De mélanger les langues permet justement que des choses qui nous semblent simples ou évidentes doivent être pas expliquées tellement à l'autre, mais il faut qu'il ait son langage. Donc petit à petit, on ne sait pas. Merci, c'est le tikkun haolam de Oui, nouveau. oui. Quelqu'un a une autre question? Mm. Personne. Alors j'en ai encore une autre. Ce qui m'intéressait aussi dans votre témoignage, c'est votre point de vue féminin quelque part. Oui. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la condition du peu de femmes juives qui restent au Maroc, elle s'est améliorée par rapport à celle de votre génération ou détériorée? Non, d'abord, comme on dit les femmes en général dans les pays arabes étaient mal considérées et n'avaient pas autant de... Ouais. Et je trouve qu'ils ont fait un bond extraordinaire au Maroc. Si vous suivez les lois et le Parlement, Mhm. franchement, il y a beaucoup d'évolutions là-dedans. Il reste toujours à faire, on peut toujours critiquer, mais il y a une Mhm. très belle évolution. Alors, la peur ou le comportement que je vivais en tant que jeune, je pense que ça existe dans presque partout. Mais chaque fois qu'il y a une petite communauté, que ce soit des gens qui ne ressemblent pas à la masse, à la foule, vous avez la crainte. Euh, je, ça me fait rire des fois parce qu'il y a des Français qui émigrent en Israël et ils s'imaginent qu'il n'y a pas d'Arabes. Et quand ils découvrent des Arabes qui vivent normalement, ils ont à la fois un effroi et se disent, mais on a quitté pour pour être différent. On devra faire avec. Et c'est l'éducation. Et je trouve que tant qu'il y a des jeunes comme Monsieur Ben Yahya, dont j'ai parlé, l'autre copain, qui se dressent contre les autres, hein, et qui disent je ne suis pas d'accord avec toi et tu sais même pas si ta grand-mère à toi elle était juive, etc. Donc ça veut quand même dire il y a quand même des humains qui se dressent encore. Merci pour cette réponse. Nous avons Luce Cadranel qui a une question. N'hésitez pas à ouvrir votre D'accord. micro. Il est ouvert, hein, je crois là. Oui. Parfait, on vous entend. Alors, en fait, je voulais juste apporter un commentaire par rapport à l'Espagne. Euh, Avec mon milieu professionnel, j'ai eu l'occasion d'aller en Espagne il y a à peu près 25 ans. J'ai rencontré des gens quand même, des cadres d'entreprise. Et je leur parlais finalement en judéo-espagnol, c'était tout ce que je Ah oui. savais. Ils me disaient, tu sais, Luce, on te comprend, on te comprend. Je me disais, oh là là, il y a donc pas mal d'erreurs. Et ils étaient vraiment, en fait, ils étaient ravis de rencontrer quelqu'un qui parlait la langue de leurs ancêtres, quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai reçu un bon accueil, au fond. Voilà. Dans Merci. certains milieux, quand on a des échanges culturels, ça marche toujours. Et moi, quand je rencontre des Marocains musulmans à l'étranger, bah, c'est comme ma famille. Alors que là-bas, je n'avais peur. À l'extérieur, c'est comme ma famille. Et on sympathise tout de suite. C'est comme quand je rencontre un juif je sais pas, en Hongrie, où j'ai tellement voyagé. C'est ma famille, même si c'est pas mon origine, même si c'est pas ma langue. Entre guillemets, j'ai confiance. J'ouvre. Comme je dis, je crois la foule, elle fait toujours peur.
Mhm. Donc pour vous, en fait, c'est d'individu à individu qu'on peut Oui, réussir à tisser de l'optimisme, justement. c'est ça, je pense. Et après, selon la force qu'ont ces personnes ou la politique qu'ils peuvent ensuite implémenter, ça peut faire la différence. Comme j'ai dit quand j'avais rencontré le pape, je lui avais dit, mais si simplement toutes les églises du monde disaient pas de barbarisme et pas d'otages, il n'y a donc pas de choix entre juifs ou palestiniens ou israéliens. C'est humain. C'est quand même pas difficile à dire. Mhm. Les gens rentrent toujours dans